Bonjour, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien, vous êtes prêts pour ce vendredi 1er mai, et oui, ça y est, nous avons terminé le mois d'avril qui a été compliqué à cause principalement de l'inflation, mais pourtant on a eu du vert et du vert dans un environnement qui n'était pas propice, justement à ce vert. D'où le paradoxe réel de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer, parce que le paradoxe continue toujours, vous allez vite comprendre, parce qu'on commence à avoir des signaux qui nous disent qu'on va continuer à monter à la hausse, mais qui sont contradictoires avec tout ce qui est en train de se passer. Je vais vous expliquer mon point de vue, mais avant, on va passer en revue les différentes actualités, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi, on est parti. On va commencer par deux petites choses. Du vert, nous sommes contents sur BTC, sur les alts de base, a priori c'est en train de s'exciter un tout petit peu, ça s'excite aussi beaucoup, ça c'est la carte mensuelle, d'accord, sur le mois d'avril, de la validation de l'ensemble de la tech US. C'est bien pour vous faire comprendre l'impact que ça peut avoir, et que si on n'avait pas eu certainement la tech US, on n'aurait peut-être pas le vert dans les cryptos. Et ça c'est une réalité, la tech US a beaucoup porté le marché, tech US qui a été poussé par deux choses, le père Trump, forcément, parce que dès qu'on chutait, il y avait un tweet pour dire que c'est bon, la guerre était terminée. Bref, vous avez vécu avec moi ce qui s'était passé. Et deuxième chose, nous avons les techs réellement qui sont en train de pousser, avec une IA qui prend de plus en plus de place, et des résultats qui sont plutôt positifs. Donc globalement, l'économie américaine, quand on regarde la tech et le haut de la tech, on peut se dire que tout va bien. C'est pas forcément le cas partout, mais ça c'est une autre question, et on l'abordera pas aujourd'hui. Par contre, il y a une nouvelle qui est juste extraordinaire. Je pense que tous les Français sont heureux. Nous avons eu un message de l'ADAN qui s'occupe principalement de nous représenter auprès des différentes institutions politiques, et l'ADAN nous a informé que ça y est, la France abandonne l'obligation de déclaration des portefeuilles hébergés au-delà de 5 000 €. Je veux bien un hurrah, s'il vous plaît, dans les commentaires pour ça, parce que c'est une très bonne nouvelle. Avec toutes les fuites de données qu'on a pu avoir ces derniers temps, on n'a absolument pas envie de déclarer à qui que ce soit nos portefeuilles wallet avec les montants qu'il y a dessus, à savoir que ça peut se faire vendre, hacker, bref, globalement c'est une très bonne nouvelle, et j'espère que vous êtes tout autant heureux que moi, c'est une réalité, et si jamais ça vous intéresse, en plus, Ledger s'est empressé forcément de faire une promotion, avec ici le Ledger Nano Gen 5, le Flex, bon, le Stax, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui utilisent réellement le Stax, mais globalement, ceux qui utilisent, soit on va chercher du Nano Plus ou du Nano X, soit on va chercher le Nano Gen 5, qui est très bien, et le Flex, qui est aussi très bien, surtout si vous faites de la DeFi, il est vraiment top, celui-là, c'est facile pour pouvoir signer. Bref, tout ça pour vous dire que il y a des bonnes nouvelles, oui, parce qu'en macroéconomie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va avoir l'Iran qui essaie de prendre une position contre le blocage, parce que c'est en réalité, le blocage fait mal à l'Iran, et ce blocage-là fait toujours des tensions et des frictions sur l'impossibilité de trouver un accord, et on a d'un côté Trump, vous allez voir, c'est quand même foutage de gueule, mais je vous spoil pas, qui nous prépare quand même une dinguerie. En attendant, la réalité c'est que les exports de l'Iran ont chuté de 80%, parce que oui, bloqué forcément le détroit d'Ormuz, mais pas pour leurs bateaux. Bah oui, bah non. Donc forcément, là, ils se retrouvent totalement bloqués, notamment sur leur pétrole. Le pétrole en lui-même, bon, il se stagne, on va le voir un peu tout à l'heure, mais globalement, il reste assez flat dans les alentours des 100 $ sur l'US Oil. Mais c'est surtout que là, on commence à avoir une augmentation des tensions sur le fait que ça fait très mal à l'économie iranienne, oui, et que on commence à s'habituer à avoir un détroit d'Ormuz fermé. C'est une réalité, ça a un impact absolument partout, on va le voir sur le taux d'inflation en Europe, mais donc du coup, on commence à s'habituer petit à petit à ça, et dans tous les cas, la tension entre l'Iran et les USA est bien présente, et qu'il n'y a absolument pas de trust, il n'y a pas de confiance dans ça, et à cause principalement des attaques de l'Iran, les attaques des USA aussi, bref, tout ça pour dire que c'est difficile, et ça restera difficile pendant un certain temps, et on a Trump dans tout ça, qui est en train d'étudier potentiellement un plan pour réouvrir le détroit d'Ormuz à coup de, s'il vous plaît, on se prépare, missile sonique, enfin hypersonique. Et oui, parce que bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, à voir ce que ça va donner, voir si c'est encore une menace, est-ce que ça va se faire de cette façon-là, est-ce que c'est le but de faire des actions sporadiques pour essayer justement de libérer une partie de détroit, montrer que le levier est en train de lâcher pour favoriser la négociation. Dans tous les cas, là il y a un bras de fer qui est vraiment difficile, et je pense que ça se résoudra pas dans les
les prochaines heures. Ça va prendre un petit peu de temps. À savoir que Trump est en train de déplacer aussi des militaires de l'Allemagne vers potentiellement le Moyen-Orient, parce qu'il s'est frité avec les Allemands. Plutôt classique, globalement, on a l'OTAN qui, lui, est en train vraiment de souffrir. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a un certain temps sur l'OTAN, principalement sur la chaîne Thibaut Déconne, où j'expliquais que l'OTAN allait justement sombrer dans quelques temps, et c'était avant la guerre d'Iran, et je pense que là on est vraiment dans une phase où l'OTAN n'existe quasiment plus, et donc du coup on va avoir certainement les forces américaines qui vont se retirer petit à petit d'Europe, et qui vont se réallouer, se relocaliser, soit sur des conflits comme là on le voit, ou soit sur le territoire américain, et quand je dis américain, c'est-à-dire Amérique du Nord et Amérique du Sud, parce que clairement on sait qu'ils ont des volontés d'annexation, ou en tout cas de contrôle sur l'Amérique du Sud. Mais dans tout ça, Trump veut et bride forcément le Nobel Prize, le prix Nobel de la paix. Il ne l'a pas eu l'année dernière, il a fait la gueule pour ça, et il a même fait venir la personne qui avait eu le prix Nobel de la paix pour qu'elle dise qu'elle était prête à lui donner, parce que c'était lui vraiment qui aurait dû l'avoir. Bref, je pense que vous comprenez un peu la problématique qu'on est en train d'avoir en ce moment, et je pense que les dingueries qu'on voit ici sur les notions de contrôle, on est dans cette notion-là, réellement, de volonté de contrôler l'image, parce qu'on a les midterms qui sont en train d'arriver, on a une inflation qui est en train de monter, on a une impossibilité à un moment donné de pouvoir varier les taux, on l'a bien vu dans le discours de Jérôme Powell, et on a malgré ça la TQS qui continue à monter. Et oui, on est dans un monde où on a vraiment des paradoxes continuels, et c'est ok à partir du moment où on est en train de les pricer, et le marché les a pricés. Si vous aussi vous posez des questions sur votre psychologie, alors pas celle de Trump, non, mais votre psychologie d'investisseur, vous avez en commentaire en description un guide et un test pour pouvoir identifier votre profil psychologique d'investisseur. C'est quelque chose qu'on a fait avec un psychologue croisé exprès pour pouvoir sortir les 7 biais cognitifs qui vous représentent le plus. Globalement, vous avez le petit questionnaire, vous remplissez les 25 questions, ça dure 15 minutes, c'est marqué, mais en gros, ça dure peut-être une dizaine de minutes, et vous allez avoir les 5 dimensions qui vous sont directement données. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse, et on va aller faire un petit tour au niveau de l'Europe. Parce que oui, on parle beaucoup des US, mais au niveau de l'Europe, maintenant, on va parler un petit peu d'inflation, parce qu'on a eu les chiffres qui sont tombés, la BCE n'a pas bougé ses taux, en tout cas sur le delta, et on voit qu'on est à 3% quand même aujourd'hui d'inflation, principalement portée par le pétrole et l'énergie, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que le pétrole et l'énergie, c'est juste 11%, c'est pas énorme pour moi, donc ça sous-entend qu'on a bien une inflation latente qui est en train de revenir, là où justement à l'Union Européenne, on n'avait pas d'inflation, parce qu'on n'avait pas de croissance. Bon, plutôt logique du coup, mais là on a de l'inflation, mais est-ce qu'on a de la croissance ? Bah non, pas forcément. Donc là, on va se retrouver dans quelque chose qui est encore plus compliqué, avec une inflation qui va faire que monter, une croissance qui va rester flat, ou voire même peut-être baisser, et là, c'est vraiment les scénarios les pires, parce que ça va être les plus compliqués à pouvoir gérer, et il n'y a pas de remède miracle ici. Mais bon, écoutez, je vous remets ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'aux USA, tout est beau, tout il est vert, et c'est une réalité forte, c'est pas le cas partout dans le monde, on est d'accord, et c'est pas partout aux US, c'est principalement dans la tech US, et c'est une des forces de l'IA, oui, qui est en train de booster absolument tout, plus, bon, voilà, des manipulations. Le Nasdaq, donc, nous a fait une bougie qui est juste extraordinaire, cette bougie-là n'existe pas ailleurs, en tout cas, j'en ai pas vu d'aussi belle, aussi forte, sur le Nasdaq depuis très longtemps, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, allez regarder, quelle bougie a fait plus de 15%, quasiment 16% en mensuel. Depuis combien de temps on n'a pas eu cette bougie-là? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de le dire, j'en parlerai justement lundi, parce que c'est vraiment un exploit qui vous montre à quel point on se retrouve d'avoir ça dans la typologie de conflit que l'on a, avec une augmentation de l'inflation, une incertitude sur les emplois, ça veut dire qu'on a une volonté d'aller placer du cash réellement sur les marchés, et ça va être sur les marchés tech, uniquement parce que c'est ce qui attire vraiment. L'IA a le vent en poupe, encore et toujours, on a eu un petit ventre creux à un moment donné, ok, mais maintenant, clairement, sur cette année 2026, on peut dire qu'on est en train de préparer les IPO, les lancements des différents grands groupes d'IA, mais bon, ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais donc je pense que l'année 2026 va être autour de ça principalement. En attendant, sur les cryptos et principalement les stablecoins, c'est en train de bouger vite, vraiment vite. On a ici le fonds stablecoin Crunchy de Coinbase qui lance ici des parts tokenisées, donc ça veut dire qu'on est encore une fois dans le but de créer une machine à créer du rendement et à produire des produits financiers sur le marché et le marché du stablecoin. On avait parlé
l'année dernière, je vous disais que c'était quelque chose de dingue qui est en train de se passer, et c'est en train de s'accélérer. Donc on a Coinbase, oui, mais on a aussi les différentes grandes banques qui sont en train de se battre principalement pour les stablecoins et sur la notion de yield. Comment arriver à faire du yield, donc du rendement principalement sur ces stablecoins, et on a les banques qui sont toujours en disant, mais écoutez, enfin voilà, les stablecoins, ça va être compliqué, ça va nous flinguer nos dépôts, etc., etc., qu'il y a discussion qu'il y a eu, justement, dans la loi, qui n'est toujours pas signée, qui doit arriver à un moment donné. Il y a un accord qui a eu lieu, mais cet accord, ici, il est toujours pas ratifié, il est toujours pas validé, donc on doit ici prendre un petit peu de recul, mais les stablecoins, le combat entre les banques et les fintechs, il est toujours encore en cours, et je pense qu'il va s'accélérer dans les mois, les semaines à venir, et on va surveiller tout ça. Dans tous les cas, le lobby bancaire est énorme, et l'infrastructure, elle aussi, elle est énorme. On va avoir ici Anchorage Digital Partners, qui est en train de structurer une architecture autour vraiment des stablecoins. On voit que ce n'est pas le seul, et donc on est en train de se préparer sur ici le Genius Act Ready, le fait d'être prêt pour pouvoir proposer un ensemble de produits autour des stablecoins et des architectures pour toutes les personnes qui veulent justement le faire. C'est pour vous expliquer à quel point c'est en train d'évoluer et à quel point ça bouge vite sur les stables, et les stables sont le point d'ancrage pour le RWA, donc la tokenisation, et aussi l'intégration de la crypto. Donc c'est vraiment, en fait, le point ici le plus important à mettre en termes de part d'augmentation d'intégration avec Wall Street, et c'est quelque chose qui va donner des perspectives pour la suite. C'est vraiment le point le plus important sur 2026. Donc on a la tech IA sur principalement Wall Street, et à côté on se retrouve sur les stablecoins côté crypto. Côté crypto, BTC nous a fait aussi une clôture mensuelle qui n'est pas aussi belle, on va pas se le cacher, que le Nasdaq, surtout qu'on est quand même dans toujours un bear market, hein, on va pas se le cacher qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5 mois bien rouges, un mois de stabilisation et un mois de rebond. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu dans d'autres périodes, c'est-à-dire que c'était un petit peu différent, mais on avait eu 3 mois rouges et 2 mois verts, après on a eu Terra Luna et forcément c'était un petit peu compliqué, mais on avait un peu le même principe ici en termes de réflexion, en se disant que globalement on pouvait avoir un début de super cycle qui pouvait se mettre en place. On commence à avoir ce type de discussion là en ce moment, en parlant de super cycle, en parlant du fait d'aller repartir, en parlant de W, qui était exactement la dynamique que l'on avait ici aussi. Donc il faut juste faire très attention là, parce que aussi la représentation là, elle était de se dire on avait encore maintenu ce lot-là, alors que là on l'a cassé, c'est-à-dire qu'on a cassé cette dynamique ici, on est en train de se stabiliser autour des 60 000 sur le point bas actuel, en tout cas de cette impulsion baissière, et on a un retest des 80 000 qu'on est en train de voir en ce moment. Cette dynamique est plutôt positive, oui, mais vous allez voir qu'elle est aussi paradoxale, on va aller le voir à la fin de cette vidéo-là, vous allez voir qu'il y a un indicateur qui nous dit que c'est assez paradoxal. D'un autre côté, on est dans une dynamique plutôt haussière, toujours bien présente, avec ici un très beau rebond sur l'IMA. Alors là, l'IMA n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais il faut comprendre que elle fait quelque chose comme ça. Voilà, donc globalement on a l'IMA qui nous sert de support ici, et on est en train de pouvoir repartir tranquillement. On va voir si on va chercher les call high qui se trouvent ici, et tout simplement potentiellement faire un tout petit peu plus haut, refaire une petite descente, refaire un petit peu plus haut, donc globalement faire un travail qu'on est en train de voir là, hein. Donc ça, on monte en escalier. Donc vous savez très bien que si on monte en escalier, à un moment donné, on va descendre en ascenseur. C'est toujours l'inverse du mouvement qu'on a là, parce qu'on est en train de construire beaucoup de liquidités. Soit on se fait rejeter encore une fois ici, qu'on a eu déjà notre deviation ici, donc c'est-à-dire notre écart par rapport au bear flag, et que on va faire un mouvement baissier. Moi, ce que j'attends de toute façon pour pouvoir repartir et me dire que potentiellement on va avoir un redépart, je vous avoue que soit on recrée une structure pure et dure ici. Là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que moi, ce que j'attends principalement, une structure pure et dure, c'est-à-dire qu'il faut purger, en fait, beaucoup de liquidités, parce que là, il y a beaucoup de liquidités qui sont ici, donc c'est-à-dire au moins aller ici, quelque part là, voire peut-être faire une mèche plus basse pour aller chercher vraiment la liquidité avant de pouvoir repartir tranquillement, et à ce moment-là, avoir une structure qui est en train de se former avec une cassure d'accélération. Là, c'est pas le cas. Là, on est plutôt dans quelque chose qui est structuré et qui avance petit à petit avec des zones de liquidation et surtout du funding rate toujours négatif, je vais revenir dessus. L'autre point qui me chatouille, c'est que on a deux constructions qui sont différentes. La première, ça va être ce que je vous ai montré donc sur le classique, donc c'est-à-dire sur Binance, principalement, donc sur le spot, et quand on regarde le CME ici en daily, bah, le CME il est encore différent, parce que l'IMA,
je sais pas pourquoi elle apparaît pas là, mais l'EMA, elle fait quelque chose comme ça, d'accord? Donc l'EMA, en fait, elle est au-dessus et on a été rejeté assez violemment dessus, et que on est, oui, dans une volonté d'aller combler le gap CME, on a comblé un tout petit bout, mais on n'arrive pas, en fait, à break totalement. Donc est-ce que ça va se jouer ce week-end, notamment sur le spot classique qui est ouvert 7-7, ou est-ce que le CME, ici, va rester bloqué dans cette zone-là, et reprendre après une tendance peut-être haussière, une fois que la semaine repart. Dans tous les cas, on sait qu'on a eu la journée avec Jérôme Powell. Généralement, quand on a Jérôme Powell, les jours suivants, les semaines suivantes, bon, ben, on a en fait une continuité baissière. C'est quelque chose qu'on a vu sur les 6 derniers rendez-vous, donc quelque chose qui s'est joué quand même 6 fois d'affilée. La propension à avoir la même chose reste quand même relativement élevée, et il faut le prendre en considération. Moi, la petite chose qui me trigger dans tout ça, c'est qu'on a quand même des funding rates qui sont bien présents, qui sont bien élevés. Donc les funding rates, c'est toujours cette idée d'avoir ici l'état des leviers que l'on a en ce moment, et quand je vois qu'on est toujours dans le rouge, ça sous-entend que sur Binance principalement, on est toujours en short, et qu'on a la majorité des top traders qui sont en short aussi, hein. C'est-à-dire que les majorités des top traders sont bien en short ici, donc on voit qu'on a 56% des positions qui sont en short, donc ça veut dire qu'on a toujours de quoi faire du short squeeze, mais par contre, on voit qu'on a une dynamique qui est bien inférieure en termes de volume de short par rapport à ce qu'on avait pu connaître dans cette phase d'accélération, et que on a même des niveaux de short qui sont bien inférieurs, donc ça veut dire que on a une baisse de la tendance à aller justement vendre. Alors est-ce que c'est parce qu'on a soit des prises de profit, soit à l'inverse des short squeeze qui commencent à diminuer, des personnes qui sont en train de passer boule? Pour moi, c'est un des signaux pour me dire, ok, on commence à avoir une baisse de short, donc ça veut dire que le short squeeze va se calmer, normalement on devrait avoir des amplitudes de mouvement plus faibles, et on va voir si en effet on va commencer à avoir une accélération baissière qu'il y aura. Dans tous les cas, pour moi, il est trop tôt pour me dire que on est dans une phase plutôt bull, parce que vous avez été nombreux à me le poser comme question, enfin à me poser cette question-là, et je pense que il faut juste dézoomer un petit peu et reparler de temporalité, c'est-à-dire que là, nous sommes à peu près, quand on regarde du top à aujourd'hui, hop, nous sommes à 208 jours, et quand on regarde historiquement ce qui s'est fait continuellement, donc top vers bottom, on voit qu'on est à 371 jours, 365, bon ça varie un petit peu, mais globalement on est dans les alentours d'un an, et c'est systématique à peu près dans les différents cycles. Alors oui, tous les cycles ne se ressemblent pas, on est d'accord, mais on a quand même des temporalités qui sont à peu près identiques. 365 jours, le fait qu'on ait posé le top à peu près comme on le fait habituellement, tout ça pour dire qu'on a quand même quelque chose qui rythme. Là, on est un peu en dehors du rythme. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment une rupture? Est-ce qu'un marché comme Bitcoin peut être en rupture? Est-ce que c'est tout simplement une modification du comportement qui se fait des investisseurs, de la réflexion, ou est-ce qu'on est tout simplement au milieu, et donc on a une phase de vert au milieu, et on est tous contents, mais qu'on va reprendre dans une phase de baisse? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant, et qu'est-ce qui est le plus logique en termes de fonctionnement? Je pense que la réponse n'est pas d'essayer d'optimiser dans ces zones-là. Il y a des zones qui sont optimales pour du spot classique en termes d'investisseurs long terme. Est-ce que un BTC dans les alentours de 60 000 $, 65, 70, c'est quelque chose qui est mal? Non, parce que c'est peut-être des zones qu'on ne retouchera pas dans le prochain cycle, et il faut le prendre en considération. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, non pas en 1 ou 0 en termes d'exposition, mais toujours sur un curseur que l'on règle et que l'on fait en fonction de sa propre gestion. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a éclaircifié un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec ma vision, bien évidemment, qui ne reste que la mienne et personnelle, et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, profitez bien, et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo quotidienne, et dimanche, vous avez une vidéo un petit peu spéciale, je vous dis pas plus, et je vous dis à très vite.